Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la veille IMO de Rumeurs Publiques, un rendez-vous mensuel pour ne rien rater de tout ce qui se passe dans l'immobilier d'entreprise, de logement, le futur de travail et toutes les économies qui gravitent autour. À mes côtés, Julie Coniglio, planeur stratégique chez Rumeurs Publiques. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Beaucoup d'actualités ce mois-ci, imprimées d'ailleurs parfois par la grande actualité. On a choisi plusieurs infos marquantes. On va se poser la question de la réalité ou non de cet exode rural ou urbain d'ailleurs qu'on nous prédit depuis aujourd'hui plus d'un an, celle de ces villes moyennes qui seraient en train de tirer leur épingle du jeu. Et puis, on mettra un petit coup de projecteur sur des startups qui viennent au secours de la silver economy. Mais Julie, on commence avec le chiffre du mois. Eh bien, le chiffre du mois, c'est 20% des revenus des Français qui est en moyenne consacré au logement, ce qui en ferait une bombe sociale à venir, selon l'économiste Ribaton. Pourquoi une bombe sociale? C'est beaucoup 20%, mais pourquoi une bombe sociale? Eh bien, parce que pour une certaine partie de la population, d'ailleurs de plus en plus nombreuse, les conditions d'accès au logement ne font que se dégrader. En gros, on s'entasse à très nombreux dans des surfaces de plus en plus restreintes. C'est-à-dire qu'en gros, le coût du logement augmente plus que le pouvoir d'achat. Ça, on le comprend. Ce qu'on voit aussi dans la note de Robin Rivaton, c'est que le coût de l'immobilier à l'achat augmente beaucoup plus rapidement que celui de la location, favorisant donc la location, mais défavorisant l'accession à la propriété. Il donne plusieurs chiffres, x3 en 20 ans à Paris, entre 1990 et 2011, en 21 ans donc. Qu'est-ce qu'il préconise pour arriver à débloquer le marché, en fait? Il faudrait libérer les vannes de la construction de logements. Là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la production du neuf est en baisse et que les tensions sont exacerbées par la réglementation, notamment la loi RE 2020 et la loi climat et résilience qui vont limiter l'offre de logements. Et on voit bien que d'ailleurs dans les villes où l'offre de logements neufs s'est étendue, ça a eu des effets même sur les prix de l'ancien. Il y a une citation dans le rapport, moi, qui m'impressionne beaucoup, qui est de dire, pour devenir propriétaire dans le centre des métropoles, il faut aujourd'hui avoir hérité. Donc en gros, il faut que vos parents aient été propriétaires eux-mêmes et qu'ils soient allés dépenser l'argent de leur ancien logement en province au moment de leur retraite. Mais en gros, si vous avez raté le coche et si vous n'avez pas acheté il y a 20 ans, vous êtes un peu condamné à devenir locataire. Eh bien, c'est presque ça. Rivaton pose le constat d'une France coupée en deux, entre d'une part les multipropriétaires et les locataires. L'autre levier, ce sera la fiscalité? Oui, il faudrait, selon Rivaton, augmenter la taxe foncière des ménages qui ont hérité ou en tout cas qui n'ont pas payé extrêmement cher leurs biens et être plus incitatif pour ceux pour lesquels l'accès a été un peu plus compliqué. Alors justement, l'un des effets conjugués de cette explosion des prix et de la pandémie, c'est un regain d'intérêt pour ces villes joignables de Paris facilement en train. On a beaucoup parlé de cet exode urbain post-Covid. En fait, dans les chiffres, on s'aperçoit que c'est 66 000 personnes, par exemple, qui ont quitté Paris, mais qui ne sont pas parties très très loin. Elles ont justement favorisé la seconde couronne et ces villes cathédrales, qui était un concept que je ne connaissais pas. Les villes cathédrales, ce sont des villes qui sont situées peu ou prou à 2 heures de Paris en train, qui sont dotées d'une cathédrale, comme leur nom l'indique, qui sont plus généralement dotées d'un patrimoine culturel intéressant, qui dans l'imaginaire collectif, sont associés à une bonne qualité de vie. Et on peut les nommer, hein? Oui, il y a Angers, il y a Nantes, Rouen, Reims, Orléans. Jusqu'à Mulhouse, parce que c'est vrai qu'à 2 heures de TGV, on peut aller loin désormais. Exactement. Ouais. Chez eux, le prix du mètre carré, on le voit, il a progressé? De plus de 16% en moyenne. De plus de 16%? C'est loin d'être anodin. Mais ça veut dire donc qu'il y a une véritable inflation, j'ai envie de dire, pour les locaux qui, eux, n'avaient pas demandé pareille manne financière. Enfin si, au moment de vendre, mais peut-être pas au moment d'acheter. En tout cas, il y a un regain d'attractivité de ces villes. Alors, conséquence logique de ce regain d'attractivité, dans ces métropoles régionales, l'immobilier d'entreprise aussi, elle va en poupe. Oui, les prix ont augmenté d'environ 10% dans ces villes et plus globalement en région. Les salariés sont attirés par une meilleure qualité de vie. Certains, d'ailleurs, ont mis leur employeur devant le fait accompli d'un déménagement. Et de leur côté, les entreprises sont attirées par le prix, tout simplement. Il est beaucoup plus intéressant d'investir dans le foncier immobilier en région qu'à Paris. Les coûts sont environ 6,5 fois moins élevés.
C'est loin d'être anodin. Ah, c'est loin d'être anodin. Alors qu'on voit pendant ce temps-là apparaître une sorte de tendance sur les petites ou moyennes surfaces de bureaux. Les entreprises cherchent des espaces plus grands parce qu'ils veulent chercher plus d'espaces de collaboration, par exemple, plus que des bureaux stricto sensu. Donc on voit bien que là aussi, la situation est en train d'évoluer, même si, par contre, les grands programmes au-delà de 5000 m², eux, sont en souffrance totale. Et les promoteurs sont plutôt en train de se demander comment transformer des bureaux en logement, ce qui est une autre affaire, mais à mon avis, ça va être une des actualités des mois et des années à venir. Et ce qui participe aussi du regain d'intérêt pour l'immobilier de bureau en région. Deux mots d'environnement. On parle souvent en ce moment, vous savez, des passoires thermiques à rénover dans le privé, mais dans le secteur public également, il y a de gros besoins de rénovation énergétique, des besoins massifs et des acteurs publics qui ont aujourd'hui à disposition un outil d'intelligence artificielle pour les y aider. Oui, en effet, la Banque des territoires, épaulée par Enedis et GRDF, a mis à disposition des bâtiments publics, à peu près la quasi-totalité des 500 000 de France, un service baptisé Priorino qui analyse les données de consommation énergétique de ces bâtiments pour voir là où il est urgent d'intervenir. On disait 500 000 bâtiments, on a une idée du nombre qu'il va falloir rénover ? Alors là, à date, les données n'ont pas encore été analysées, mais c'est un sujet pour toutes les collectivités. Alors l'outil est gratuit et il permet aux collectivités de voir presque instantanément sur une carte le top 10 de leurs bâtiments à rénover en priorité, avec à mon avis probablement des surprises. C'est une aide précieuse parce qu'évidemment elles aussi doivent se conformer au décret tertiaire qui prévoit une réduction des consommations énergétiques dans les territoires de 40% d'ici à 2030. Si vous avez une entreprise à lancer en ce moment, je vous conseille de vous lancer dans la rénovation énergétique parce que les besoins sont massifs. On termine ce tour d'horizon de l'actualité du côté des seniors, une population dont le nombre est en hausse constant, pas seulement en France, en Europe également, et puis surtout avec de nouveaux besoins côté services. Eh bien oui, les seniors, c'est 222 millions de personnes en Europe, soit 43% de la population en 2025, donc demain. Donc cette population, elle a des besoins bien identifiés, elle a envie de vieillir dans de bonnes conditions et si possible à domicile. Oui, c'est ça. Si je résume, l'impératif, c'est vivre chez soi dans les meilleures conditions possibles, le plus longtemps possible, et tout sauf l'EHPAD, en fait. Oui, dans la mesure du possible. Après, ça n'empêche pas cette population d'être friande de nouveaux services, y compris en EHPAD. Et ces nouveaux services se traduisent par un essor des startups de la Silver Economy. Eh bien, non pas de la Silicon Valley. J'en voyais une qui s'appelle 7 familles, 7 comme 7, C-E-2-T-E, et qui vous trouve des hébergements, mais dans une famille, dans une maison familiale, plutôt que dans une résidence spécifique pour personnes âgées. C'est un vrai mouvement ? Alors, je ne sais pas si c'est un vrai mouvement, mais en tout cas, cette start-up a le vent en poupe. Elle a multiplié par 10 son chiffre d'affaires en 2 ans, ce qui est considérable. Et je pense qu'elle répond à une tendance de fond qui est la quête de vie en communauté, la convivialité et l'accès à des services. Donc, et justement, sur l'accès à des services, on voyait une capture de Hapital, qui est cette start-up qui propose des services à l'hôpital ou dans des résidences pour personnes âgées, par exemple pour vous aider à faire votre lessive, vous livrer des repas, que sais-je encore. Là aussi, c'est un nouveau pan du service. On peut gager que les conciergeries vont avoir elles aussi le vent en poupe et qu'il n'y a pas de raison que les seniors se coupent de ces propositions de valeur. Hapital a levé dernièrement 29,5 millions en France. On peut estimer que les investisseurs ont foi en ce type de modèle. Bien, on retrouve cette info ainsi que toutes les autres dans cette Veille IMO, cette newsletter que vous pouvez recevoir si ce n'est déjà fait chaque mois gratuitement. Pour ce faire, envoyez un email à l'adresse qui s'affiche ici sur votre écran et Julie vous y abonnera. Merci beaucoup Julie. Merci Cédric. On se retrouve le mois prochain pour d'autres infos autour de l'immobilier. Salut à tous.